Bonjour à tous, vous êtes sur Cyrano, c'est Thomas qui vous parle. Et pour notre épisode 5, le titre est Écologie, climat et gros fric. Ce titre résume le catastrophisme écologique que nous vivons aujourd'hui. Le but des écolos est de passer d'une crise à la suivante pour, d'une part, entretenir l'urgence écologique, d'autre part, augmenter les impôts, et encore d'autre part, mettre en place des règles toujours plus compliquées, contraignantes et restrictives. La grande question est pourquoi vouloir entretenir l'urgence écologique? Parce que finalement, la situation n'est pas si catastrophique. Bien sûr qu'il y a des scandales et des désastres écologiques que je ne minimise pas du tout, ok? Mais au niveau global, on n'a pas vu les drames incroyables qui nous menacent soi-disant depuis des dizaines d'années. Le manque de pétrole, on nous disait il y aura bientôt plus de pétrole. Il n'y en a jamais eu autant que maintenant. Enfin, c'est aussi parce que les moyens de forage et de détection ont beaucoup évolué. On nous avait dit il y aura une nouvelle ère glaciaire. Où? Quand? Pas vu, non. Les pluies acides, non, ça va, on peut encore à peu près sortir sous la pluie. La couche d'ozone avec un trou qui menace tout le monde, qui va... Bon, la couche d'ozone n'a jamais été aussi bien. Les glaciers qui fondent, ben non. L'Antarctique, justement, gagne de la glace. Rien que dans les dernières années, a pris des milliards de tonnes de glace. Des milliards de tonnes, ok? Non, la vraie réponse de pourquoi entretenir l'urgence écologique, c'est pour encaisser des milliards de taxes et c'est tout. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est pour piquer votre fric sans vous demander votre avis, et puis c'est tout. On a affaire à une forme d'hégémonie idéologique quasi religieuse, avec un discours sur le salut, la culpabilité, la punition. C'est lourdingue. L'expression dictature écologique que vous avez déjà entendue signifie qu'on vous impose de manière autoritaire des mesures environnementales qui sont clairement au détriment de vos libertés. Alors, qu'on les appelle les pastèques, bon, vous connaissez le truc, les pastèques, c'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, ou que comme le Clésio, on les appelle les Khmers verts, l'expression est pas mal. On a toujours affaire au même type de personnes qui, sous le prétexte de protéger notre planète, essayent de se mêler de nos vies, de notre manière de consommer, de nous déplacer et tout ça. Et cela sans la moindre consultation démocratique, mais bien sûr avec de larges augmentations d'impôts. Bravo. Et tout ça est infiniment gauchiste, bien évidemment. Mais comme on le voyait dans une vidéo précédente, les gauchistes ont raison. Non seulement ils ont raison, et ils n'en doutent pas, mais ils sont dans le camp des gentils, donc aucun souci. Une bonne approche serait de privilégier une éducation saine et réaliste de la population, doublée d'une série de référendums ou de votations, et puis c'est tout. Mais supprimer les voyages, réduire le nombre d'enfants, pousser la voiture électrique, mort de rire, ou le véganisme, et puis quoi? Pendant ce temps, les plus riches vont en vacances dans l'espace et les politiciens affrètent des centaines d'avions pour se rendre à des sommets sur l'écologie. Ces mêmes gens exigent de nous qu'on baisse le chauffage en hiver et qu'on se douche moins souvent. C'est officiellement, très officiellement, du foutage de gueule. Comme dans tous les domaines, il faudrait laisser les gens qui sont sur le terrain prendre les décisions et pas les fonctionnaires qui ne sortent jamais de leur bureau. Parce qu'imposer plus de règlements et plus de surveillance ne rendra jamais rien de bon, c'est évident. Alors non, on n'est pas à l'abri évidemment d'une catastrophe naturelle d'une ampleur phénoménale. Un super volcan façon, je crois que c'est Yellowstone, qui est à cheval sur plusieurs États aux États-Unis. Bon, ça serait pas très bon. Un tsunami monstrueux, d'autre part,
qui ravagerait toutes les côtes autour du Pacifique, bon, ça non plus, ça serait pas terrible. Une météorite géante qui se cracherait sur la Terre, bon, ok, d'accord. Ou quelque chose d'encore plus imprévisible ou irrationnel, ok. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose pour se prémunir contre ça, parce que ça ne prévient pas, forcément. Et en plus, le jour où ça arrive, bah évidemment, on sera toujours à temps de s'organiser. Mais heureusement, c'est pas tous les jours. Au fait, qu'en est-il réellement du climat? Le livre passionnant de Christian Gérondeau, Le climat par les chiffres, est vraiment fantastique. Je vous engage à vous le procurer. C'est très facile à lire, plein de schémas très clairs, et ça va à l'encontre du terrorisme intellectuel en vigueur depuis de nombreuses années. Non, la température terrestre ne monte pas. Elle aurait même plutôt tendance à descendre tout doucement. Il y a eu des variations assez incroyables. Par exemple, à l'époque romaine, on avait un climat comparable à aujourd'hui, puis ça s'est refroidi, ce qui a donné lieu à des migrations, des invasions. Autour de l'an 1000, nouvelle période chaude, et alors là, les Vikings s'installent au Groenland et cultivent ça pendant des siècles. Oui, le Groenland était vert. D'ailleurs, Groenland, ça veut dire pays vert. Aujourd'hui, c'est un glaçon qui fait plus d'1 kilomètre d'épaisseur. Aux alentours de 1400, nouveau refroidissement, avec un pic sous Louis XIV. Il y a eu un hiver sous Louis XIV où il y a eu plus d'1 million de morts de froid et de faim rien qu'en France. À l'échelle de l'Europe et du monde, ça devait être incroyable. Et on dit 1 million de morts sur une population qui était 3 fois moindre par rapport à maintenant. Donc c'est quelque chose. D'ailleurs, la guerre de 30 ans a été la période la plus froide de toute l'histoire de l'humanité. Petit clin d'œil par rapport à la chaîne, Cyrano de Bergerac, qui dans la vraie vie et dans la pièce a fait le siège d'Arras pendant la guerre de 30 ans, a drôlement dû se les geler, plus que ce qu'on voit dans le film où finalement il court dans l'herbe tranquille et tout ça, hein. Non, c'est différent. À ce moment-là, toutes les rivières sont gelées, la mer aussi est gelée. D'ailleurs, à la toute fin du XVIIIe, pendant la Révolution, me semble-t-il, la cavalerie française a chargé sur la mer pour s'emparer d'une bonne partie de la marine hollandaise. Eh, pas mal. Au milieu du XIXe siècle, amorce d'un réchauffement. Et on est toujours dans cette période-là. Et on a pris, depuis 1850, on a pris plus ou moins 1,5 degré. Ça s'est réchauffé en moyenne de 1,5 degré. Donc, arrêtons le catastrophisme. La température de la Terre a toujours énormément varié. Et j'en veux pour preuve le fait que la Méditerranée a été asséchée plusieurs fois, jusqu'au fond. D'ailleurs, tous ceux qui sont du sud-est de la France ont entendu parler de la grotte Cosquer à Marseille, dont l'entrée est à 35 mètres de fond. Alors je ne vois pas les hommes préhistoriques descendre à 35 mètres, se frapper 150 mètres de galeries également inondées pour aller peindre des mammouths, des chevaux, des buffles, et il y a même un pingouin, d'ailleurs, bizarrement. Donc, évidemment, ils sont rentrés là-dedans à pied. Ça veut dire que la Méditerranée était au moins 35 mètres plus basse qu'aujourd'hui. Voilà. Il y a d'ailleurs eu des moments où on pouvait marcher de l'Italie à la Sicile, de la France à l'Angleterre, et tout ça. Et il y a plein d'autres exemples. Ça, c'était il y a plus ou moins 10 000 ans. Autre chose, nos émissions de CO2 sont ridicules. En tout cas, la France et l'Europe sont absolument ridicules à l'échelle du monde. En plus, je trouve qu'il ne faut pas forcément avoir peur du CO2. Il y a eu des périodes sur la Terre, et ça c'est très bien expliqué dans le bouquin de Christian Gérondeau, périodes sur la Terre où la concentration de CO2 était monstrueuse par rapport à aujourd'hui, et la nature et les animaux de l'époque étaient florissants. Voilà. De toute façon, taxer le CO2 est une vacherie.
On en produit en respirant. Qu'est-ce qu'on va faire? Être taxé sur notre respiration? Ah, et puis alors être encore plus taxé si on est sportif. Ah bah oui, on respire plus si on est sportif. Donc on produit plus de CO2. Non, tout ça est complètement ridicule. En plus de ça, les énergies renouvelables ne sont ni fiables ni exploitables à grande échelle et pas forcément compatibles avec le nucléaire. En outre, elles sont difficiles à stocker. Pour finir, les pays en développement n'ont absolument rien à foutre de nos discours alarmistes. Ils ont besoin, entre autres, de plus d'électricité pour le bien-être et la survie de leur population. Lisez ce livre et vous comprendrez que dans un pays, plus d'électricité, c'est moins d'enfants qui meurent, parce que c'est plus d'hôpitaux, plus d'infrastructures, tout ça. Et on ne peut pas lutter contre ça, c'est normal. Et on ne veut pas lutter contre ça, en plus. Je le répète, le livre Le climat par les chiffres de Christian Gérondeau est génial. Et il est écrit par un vrai spécialiste qui se base sur des chiffres fiables et qui sait de quoi il parle. Ça change des crétins qui parlent sur Instagram et des discours de débiles profonds comme la guerre c'est pas bien ou la fin dans le monde c'est scandaleux, ça devrait pas exister. Bon, stop. Non, vraiment stop. Les cerveaux indigents doivent la fermer et laisser la place aux gens compétents qui connaissent le sujet. Et puis c'est tout. J'ai découvert ce livre, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode. J'ai découvert ce livre et son auteur sur la chaîne d'Idriss Aberkan et c'était passionnant. Je vous conseille également l'épisode brillantissime sur le sujet, mis en ligne sur sa chaîne par Le Raptor. En résumé, non, c'est pas brillant, évidemment, mais on n'en est pas encore là. Ok? Merci beaucoup, à bientôt. Si jamais j'ai oublié quelque chose, mettez-moi un commentaire, ça me va très bien. Si vous avez été jusqu'au bout, mettez un like, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Merci beaucoup.